Bonjour à tous, on se retrouve à l'occasion du 4e JT Sportfinker. Les demi-finales de l'European Rugby Champions Cup se déroulent ce week-end. Je vous propose, en guise de rappel, le résumé du tour précédent. Comment faire du sport un vecteur d'intégration ? Reportage à l'INSEP sur le colloque Sport, Histoire et Diversité. Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France de football. Rassurez-vous, ce n'est qu'une simulation. Jean-Baptiste Graziani et Arnaud Lebrun vous présenteront leurs arguments pour assurer cette virtuelle succession. Paris-Roubaix 2016 a accouché d'un final haletant et d'un vainqueur surprenant. Résumé de cette 114e édition spectaculaire de l'Enfer du Nord. 5 clubs anglais, 3 français, sur les quarts de finale de l'European Rugby Champions Cup, flottait le doux parfum du crunch, malgré un seul et unique affrontement direct. Déjà en supériorité numérique, les représentants de la perfide Albion ont confirmé leur domination, contrairement au RC Toulon. Duel fratricide pour débuter, les Saracens, qui forment la seule équipe encore invaincue de la compétition, reçoivent Northampton dans leur antre de l'Allianz Park, où ils sont cueillis à froid. À la 12e minute, les Saints se créent une occasion. Ashton monte en pointe, il est battu par la passe sautée de Haywood, légèrement en avant. Elliott passe en mode bulldozer, mais omet de plonger. Ce n'est que partie remise. Pizzi conclut victorieusement un nouveau surnombre. La défense des locaux est décidément prise de vitesse sur les ailes. Mais les joueurs de Watford restent dans le coup grâce aux pénalités de Farrell. À moins d'un quart d'heure de la fin, sur un jeu dans le dos de Vunipola, Ashton prend l'intervalle ouvert par Good. Lui n'hésite pas à plonger. Le sort du match vient de se jouer. Wiles sur interception et Lowes pour l'honneur marquent à leur tour. Les Saris accèdent aux demi-finales de la Grande Coupe d'Europe pour la 4e saison consécutive et sont seuls dans ce cas. C'est encore un club anglais qui les y retrouvera. Le deuxième quart de finale de cette European Rugby Champions Cup opposait les Wasps à Exeter. Les Londoniens mènent 6-0 après une demi-heure de jeu, mais encaissent 2 essais peu avant la pause. L'un sur Maul, l'autre sur une interception de Waldrom, bien contents de jouer sur une pelouse glissante. Deuxième période, les Guêpes reviennent sur les talons de leurs adversaires suite à une très belle action qui voit Piutao aller à dame. Mais Exeter reprend le large dans la foulée. Alaï entretient l'espoir à l'aube du dernier quart d'heure et la fin de match est irrespirable. Les Wasps ont 6 points de retard et une dernière chance d'y remédier. Piutao, encore lui, profite du manque de communication de la défense d'Exeter, redresse sa course et marque. Avec ses coéquipiers, il se permet d'exulter. Prématuré ? La transformation doit encore passer pour que la qualification soit actée. Gopers reste placide, exécute la sentence et envoie les siens dans le dernier carré. Un dernier carré qu'ambitionnait aussi de rejoindre Leicester et le Stade français. Le champion de France en titre n'aura pas longtemps fait illusion. Le cavalier seul de Tigers commence dès la 2e minute par un essai de Tuilagi qui profite de la passivité de Camara, incrédule. Alors que les joueurs de Leicester ont marqué un 2e essai et contrôlent le match, Stein leur offre l'occasion de le tuer. Burns ne se fait pas prier. Le sursaut d'orgueil de Dupuis, ancien de la maison, n'est qu'anecdotique. Le récital anglais se termine par l'essai de Veainu, le 6e des siens. La saison aura été difficile jusqu'au bout pour les Parisiens. Le seul duel franco-français voit le triple tenant du titre toulonnais se déplacer au stade Yves du Manoir sur le terrain des Ciels et Blancs du Racing de 92. Ces derniers n'ont jamais goûté aux sommets européens et comptent bien en déloger les joueurs du RCT. Par une interception, Rouanimov met son équipe sur les rails du putsch dès l'entame du match. Toulon répond par Tuisova, son magicien fidjien qui sert Charles Olivon sur un plateau. Mermoz oublie O'Connor, galvaude une énorme occasion et les champions recollent à 10-10 alors qu'ils auraient pu prendre la tête juste avant la pause. Les deux équipes restent au coude à coude, 16 partout, les buteurs sous la pression fléchissent jusqu'à ce que Chilachava offre à Machno, cette fois précis, son heure de gloire. Le roi varois est tombé et l'outsider francilien reste en lice pour lui succéder. Au programme des demi-finales, samedi à 16h heure française, les Saracens reçoivent les Wasps, tandis que dimanche à 16h15, le Racing de 92 se déplace sur la pelouse de Leicester. Accueilli par l'INSEP les 14 et 15 avril dernier, le colloque Sport, Histoire et Diversité était organisé par le groupe de recherche HAC. Celui-ci travaille sur plusieurs champs liés aux questions coloniales et post-coloniales. Retour sur un événement porté par l'éclectisme de ses participants. Un vaste sujet et plusieurs regards. Humoristes, comédiens, sportifs, journalistes ou historiens, durant ces 2 jours à l'INSEP,
La richesse des échanges reposait sur les statuts différents des intervenants. La mythologie 88, c'est une équipe issue de la diversité et issue de l'immigration, sauf que l'équipe de 39, ils étaient 87% dedans issus de l'immigration, pas nés en France, alors que celle de 98, c'était que 56%. En fil conducteur, le croisement entre des réflexions identitaires et le rôle du sport, potentiel levier d'intégration. Enjeu de définition du terme diversité, chemin vers la parité, prédominance médiatique du football. On parle que de foot et ça commence à devenir l'opium du peuple alors qu'il y a d'autres sports et qui ont toute autre philosophie. Chacun mérite d'avoir son heure de gloire. Autant de sujets effleurés mais non approfondis, bien que la salle ait eu plusieurs fois la parole, cette non-exhaustivité forcée laisse quelques regrets. C'est vachement intéressant, mais c'est vrai que le fait qu'on pose trop de questions et que malheureusement on étale un petit peu trop, c'est dommage, c'est notamment aussi qu'on est pris par le temps. Au cœur de cette abondance d'avis, le sport fédère-t-il est l'une des questions redondantes, question qui inspire à Silver-Henri Cissé une audacieuse comparaison. Le nucléaire, aujourd'hui, on fabrique des bombes. On peut fabriquer l'électricité que nous utilisons. Mais aujourd'hui, nous avons la même problématique dans le sport. Et s'il n'est pas utilisé à bon escient, il peut être dévastateur. Un bénévole qui n'a pas été formé comme il se doit, comme il le faut, il peut faire des dégâts sur des jeunes enfants. Alors que s'il a été formé de bonne manière, avec la volonté de transmettre une pratique sportive, mais de faire réfléchir aussi les enfants dont il s'occupe à la manière dont le sport s'inscrit dans la société, eh bien là, il va construire de l'électricité, c'est-à-dire qu'il sera moteur. La métaphore est belle, le point de vue est partagé, mais les thématiques abordées sont si transversales qu'elles sont propices aux digressions. C'est au spectre des tirades successives que l'arbitre du dialogue est alors confronté. Une dérive classique face à laquelle le colloque Sport, Histoire et Diversité offre d'autres moyens de creuser les problématiques soulevées. Une exposition permet de se plonger plus longuement dans des études de cas que la projection de mini-films de la série Champions de France propose sous un autre format. Disserter du sport, de ses parts d'ombre et de lumière, est aussi frustrant que passionnant et ô combien nécessaire. L'information vient de tomber, Didier Deschamps claque la porte de l'équipe de France de football à moins de 2 mois de l'Euro. Bonjour Simon Farvac, avez-vous plus d'informations sur ce dossier brûlant ? Bonjour Simon, effectivement nous venons de l'apprendre, Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France de football et nous avons la chance d'avoir sur ce plateau les 2 potentiels successeurs de l'ex-sélectionneur des Bleus. Messieurs, bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Arnaud Lebrun, avec vous, la tête des Bleus, quels seraient les 23 élus ? Donc les 23 élus sont comme gardien Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola, en défenseur 2 arrières droits, Bakary Sagna, Christophe Jallet, Raphaël Varane, Laurent Koscielny, Mamadou Sakho, Patrice Evra et Layun Kurzawa. En milieu, N'Golo Kanté, Lassana Diarra, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Yohan Cabaye et Sissoko. En attaque, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Dimitri Payet, Kingsley Coman, Hatem Ben Arfa, Anthony Martial et André-Pierre Gignac. 3 défenseurs centraux seulement, donc c'est un choix osé. Et vous, Jean-Baptiste ? Alors, parmi les 23 élus, en poste de gardien de but, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. Je sélectionne 8 défenseurs avec Raphaël Varane, Laurent Koscielny, Mamadou Sakho, Loïc Perrin, Bakary Sagna, Benoît Tremoulinas, Patrice Evra et Christophe Jallet. 6 milieux de terrain avec Paul Pogba, Blaise Matuidi, Lassana Diarra, Yohan Cabaye, N'Golo Kanté et Morgan Schneiderlin. Et enfin 6 attaquants avec Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kingsley Coman, Dimitri Payet, André-Pierre Gignac et Gamero. Pourquoi prendre le risque de ne sélectionner que 7 défenseurs, dont 3 centraux, Arnaud ? Justement parce que généralement, lors des dernières Coupes du Monde et lors de l'Euro, il y a un défenseur central qui ne joue pas. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai préféré prendre un attaquant, surtout que Aymeric Laporte est blessé et que je l'aurais mis sinon dans la liste. Moi, je pense que c'est une erreur que de ne partir avec 3 centraux. On sait tout ce qui peut y arriver dans une compétition internationale. Une blessure et ça bouleverse tout. Moi, je trouve que c'est très casse-gueule. D'où mon choix porté sur Loïc Perrin, qui est défenseur central de métier et qui est polyvalent et qui peut jouer aussi arrière droit. Concernant le côté gauche de la défense,
Arnaud, vous partez avec Kurzawa et Evra. Quel est votre titulaire? Pour moi, de mon côté, ça sera Patrice Evra, comme d'habitude, parce que c'est le patron de l'équipe de France sur le côté Je gauche. suis assez d'accord avec Monsieur Lebrun. En revanche, concernant Kurzawa, je suis assez sceptique. Parce que je pense que c'est le futur latéral gauche des Bleus. Je pense que ce sera lui le futur titulaire. En revanche, cette saison, il n'a pratiquement pas joué. Alors que Benoît Tremoulinas, je pense, en second choix, me paraît évident. Il a fait une superbe saison avec Séville. Il a joué pratiquement tous les matchs, que ce soit en Ligue Europa ou en championnat. Séville est encore d'ailleurs sur les deux tableaux, en championnat et en Ligue Europa, et c'est en grande partie grâce à ses défenseurs français, dont fait partie Benoît Tremoulinas. Et il est déjà très bien intégré dans le groupe, il a déjà fait partie de ce groupe, donc je pense que... Au milieu, par contre, un joueur qui fait partie du groupe depuis longtemps n'est pas dans vos plans, Moussa Sissoko? Oui, alors Moussa Sissoko a un profil que j'adore. Hein. J'ai d'ailleurs milité pour qu'il arrive en équipe de France à l'époque où il n'était pas encore. Il est très polyvalent, il peut jouer autant plus au poste de milieu défensif que, par exemple, milieu droit, dans un rôle un peu plus offensif. D'ailleurs, ce qu'il fait depuis qu'il est à Newcastle. Et pourtant, vous ne comptez pas sur lui pour cette Je ne Euro? compte pas sur lui parce qu'il est en méforme. Depuis cette saison, avec Newcastle, il joue d'ailleurs la relégation. C'est un cadre de l'équipe depuis un ou 2 ans. Seulement en 30 matchs, c'est quand même 0 but, 5 passes décisives. Pour un joueur à vocation offensive, c'est très peu. Et par contre, Morgan Schneiderlin conserve votre confiance? Alors Morgan Schneiderlin conserve toute ma confiance, étant donné qu'en poste de milieu de terrain, les titulaires, selon moi, seraient Pogba, Lassana Diarra, Matuidi. Schneiderlin peut dépanner. C'est un joueur très complet, il est très intelligent dans le jeu, très bon relanceur. Il peut jouer devant la défense, aussi en poste de relayeur. Il est très fort dans le combat également. Il est adapté au jeu anglais. Depuis qu'il arrive à Manchester, même s'il fait une saison, va-t-on dire, en demi-teinte, il est très fort dans le jeu physique. Depuis un mois, d'ailleurs, il rejoue. Il est titulaire, il fait de bonnes prestations. D'ailleurs, son dernier match face à Arsenal en championnat était de très bonne qualité. Je pense qu'il peut vraiment servir durant cet Euro. Au niveau de ce dilemme, vous n'avez pas fait le même choix, Arnaud, entre Sissoko et Schneiderlin, entre autres? Non du tout, parce que pour moi, Moussa Sissoko fait partie depuis un petit moment d'un cadre de l'équipe. C'est vrai qu'il joue la relégation, Moussa Sissoko, cette année avec Newcastle, mais c'était pareil aussi l'année dernière. Et ça ne l'empêche pas de faire des bonnes prestations quand il rentre sur le terrain avec l'équipe de France. Surtout qu'il est dans un registre complètement différent, comme avait dit M. Graziani. Il peut très bien jouer en tant que milieu central, milieu défensif, mais aussi sur le côté. Même argument de la polyvalence. Exactement. S'agissant du versant offensif maintenant, Arnaud, l'une des surprises ou des demi-surprises de votre liste, c'est la présence d'Hatem Ben Arfa. On Oui. dit demi-surprise car c'est un grand talent, mais n'est-il pas un peu tard pour l'intégrer à une dynamique de groupe? Non, je dirais pas qu'il est trop tard parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Hatem Ben Arfa, il a été sélectionné en octobre dernier, donc en novembre dernier, excusez-moi. Donc du coup, pour ça, même s'il n'a pas fait une grande prestation lors de ces 2 matchs amicaux, en ce moment, il est en pleine bourre, encore plus qu'en début d'année. En ce moment-là, il a déjà marqué 16 buts en Ligue 1, ce qui pour moi est exceptionnel pour un milieu offensif. Donc pour moi, il fait une partie intégrante de l'équipe, surtout qu'on a besoin de lui. Il pourrait servir de remplaçant de luxe en quelque sorte, parce que avec ses dribbles, il peut percer la défense adverse à tout moment. Ça vous a fait hésiter aussi, Jean-Baptiste, Alors, les performances de Ben Arfa? si j'avais eu le droit à une liste élargie, je l'aurais pris, certainement. Il fait une saison incroyable avec l'OGC Nice, qui n'est pas non plus un des clubs que l'on attendait en début de saison en Ligue 1. Malheureusement, dans ma liste, j'ai privilégié 8 défenseurs pour l'Euro, pour avoir, on ne sait jamais, une sécurité. Je n'avais le choix que de prendre 6 attaquants. La bagarre est rude à ces postes-là. Et parmi vos 6 attaquants, votre pari? Oui, alors mon pari, c'est la grande question. Gamero. Effectivement. Je pense que vous allez me demander pourquoi, Kevin Gamero. Ben, lui aussi, il fait une excellente saison à Séville, championnat espagnol, pas évident. Il est toujours aussi, donc, comme je disais, en Ligue Europa. Il est courtisé par le Barça, ce n'est pas une surprise. Il est vraiment très très bon, c'est un avant-centre. Et mon choix s'est porté là-dessus pour ce point. C'est-à-dire que Hatem Ben Arfa est plus un joueur de côté. Dans ma liste, j'ai quand même pas mal de joueurs pouvant jouer sur le côté. Je suis d'accord avec ce qu'avait dit Monsieur Graziani. Coman peut plus servir peut-être de joker de luxe que Ben Arfa, mais après ce qu'il y a, c'est que dans un registre totalement différent, Coman peut percer la défense par sa vitesse, et pour moi, Hatem Ben Arfa peut percer la défense par ses dribbles. Je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que Coman
a joué les derniers matchs amicaux avec l'équipe de France. Il a prouvé sa valeur. Il est quand même dans un grand club qui est le Bayern. Il a réussi à se faire une place dans cette grande équipe. Je pense qu'il mérite plus qu'Hatem Ben Arfa, étant donné qu'Hatem Ben Arfa a déjà eu une seconde chance, entre guillemets, il y a quelques années. On a toujours eu des échos concernant son comportement et son caractère un peu égoïste. Certes, il a pu évoluer, mais je pense que dans un souci de sécurité, mieux vaut prendre Kingsley Coman que Hatem Ben Arfa. Arnaud, vous partez donc avec un joueur offensif de plus, on l'a dit, c'est un risque, un vrai parti pris. Ce joueur, c'est Olivier Giroud. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus par rapport à vos 6 autres joueurs offensifs? Déjà, c'est un cadre de l'équipe de France. Il est déjà à 47 sélections et 14 buts en équipe de France, qui est pas mal pour un attaquant. Pour moi, il peut être très très utile avec l'équipe de France parce qu'il joue un rôle important. On peut s'appuyer sur lui, surtout dans le domaine aérien. Le seul pivot éventuellement. Exactement. Il peut servir de pivot pour Griezmann ou Payet ou Kingsley Coman ou encore d'autres. Donc pour moi, il peut être très intéressant. Cet argument de joueur de pivot sur lequel on peut s'appuyer, Oui. ça n'a pas suffi à vous convaincre, Jean-Baptiste? Effectivement, pour moi, c'est le meilleur pivot d'Europe, le meilleur attaquant pivot d'Europe. Il gagne souvent tous ses duels aériens. Encore une fois, c'est un problème de liste. On a 23 joueurs à choisir. J'ai préféré plutôt André-Pierre Gignac, car c'est un joueur, on a beau dire, championnat mexicain, je trouve, on va dire, il est moins bon. Je ne pense pas. Il fait une excellente saison. Il marque pratiquement à tous les matchs. Il a qualifié d'ailleurs son équipe en finale de Ligue des Champions, enfin la Ligue des Champions sud-américaine. Alors que Olivier Giroud a quasiment perdu sa place à Arsenal. Il ne joue plus. Walcott qui joue en général. Il a manqué de nombreuses occasions cette saison qui étaient pourtant faciles à mettre. C'est ce qu'on appelle les immanquables. Voilà, les immanquables. Donc, un problème de finition comme ça, on a beau être un attaquant pivot, je ne pense pas que ça puisse aider l'équipe de France. Quels sont les joueurs que vous auriez aimé tester si vous aviez été sélectionneur de l'équipe de France il y a un an? Sébastien Corchia, tout d'abord, qui est pour moi le futur latéral droit de l'équipe de France, je le dis. Il est très très bon défensivement. Il a énormément progressé depuis qu'il joue à Lille. Il a une excellente qualité de centre, pour moi, une des meilleures qualités de centre, d'un point de vue des meilleurs latéraux du monde. C'est celui qui est un des 5 meilleurs au niveau des centres. Et deuxième regret, Aymeric Laporte, même constat, même si selon moi il est plus proche de l'équipe de France que Sébastien Corchia, parce que c'est un cadre à l'Athletic Bilbao. Il est aussi un cadre des A', enfin des espoirs. Et c'est un énorme regret que de ne pas l'avoir vu jouer il y a un an. Je pense que c'est une faute imputée à Didier Deschamps. Regret partagé, Arnaud? Oui, tout comme a dit M. Graziani, pour Aymeric Laporte, je ne comprends pas pourquoi il y a un an il ne l'a pas fait jouer, sachant que Mamadou Sakho n'était pas en forme à ce moment-là. Messieurs, merci et au plaisir de vous retrouver Merci, pour votre Simon. première conférence de presse en tant que sélectionneur de l'équipe de France de football, peut-être. En l'espérant. On espère. Comme quoi, le don d'ubiquité, ça peut toujours servir. Tout autre sujet maintenant, le 10 avril dernier, c'était un dimanche, Paris-Roubaix devait être le théâtre de la fin d'un duel de titans. Fabian Cancellara se présentait au départ de ce monument du cyclisme pour la dernière fois et il voulait y décrocher un 4e pavé. Il aurait ainsi égalé Tom Bonnen, quant à lui en quête d'un 5e sacre qui aurait fait de lui le recordman absolu de l'épreuve. Dans ce contexte favorable à une course légendaire, le vélodrome de Roubaix a rendu un verdict pour le moins surprenant. En intégralité, pour la première fois de sa longue histoire, Paris-Roubaix était retransmis dans sa totalité cette année et la course n'a pas tardé à se décanter. Après une première échappée avortée dans laquelle figurait notamment Mark Cavendish, ce sont 14 hommes qui se dégagent. Parmi eux, Sylvain Chavanel, un habitué des pavés, Emmanuel Herviti, déjà entreprenant sur le Tour des Flandres, Jaroslav Popovic, qui prendra sa retraite le soir même, ou encore Matthew Ehman, expérimenté rouleur australien. À moins de 120 km de l'arrivée, ces coureurs comptent près de 4 minutes d'avance lorsque, suite à une chute, le peloton se scinde en deux. C'est le début d'un thriller de 3 heures. Cancellara, Sagan et Christophe sont piégés, tout comme Terpstra, Stibar et Boom. Devant, Sky est bien représenté avec le duo Stannard-Rowe. La Lotto NL Jumbo est en force autour de son leader, Seb Van Mark. Tom Bonnen peut compter sur un équipier de luxe en la personne de Tony Martin et le champion de Norvège, Edvald Boasson-Hagen, est aussi dans le bon wagon, accompagné par Bernard Heisel. Martin fait le forcing dans son plus pur style rouleau compresseur et l'écart passe de 30 secondes à 1 minute, puis à 1 minute 30. Sous son impulsion, le groupe des poursuivants se réduit et ne compte plus que 6 membres. Bonnen, Boasson-Hagen, Stannard, Wagner et Durbridge sont dans sa roue. Van Mark surpris et distancé. Un peloton fourni, une échappée,
Un groupe intercalé qui se disloque, la course se déroule alors sur 4 échelons. Derrière, Cancellara et Sagan hésitent, alors que Christophe dit adieu à la victoire suite à un ennui mécanique. Le champion du monde et le favori suisse ont peu d'équipiers autour d'eux. Doivent-ils tenter eux-mêmes de boucher le trou lors d'un secteur pavé ? Dans la trouée d'Arambert, Cancellara prend les choses en main, nous offrant un superbe et symbolique duel à distance avec Tom Boonen. Mais seul il ne peut rattraper ce dernier. Il semble tout de même en mesure d'inverser la tendance avec Sagan. Rien n'est joué. Tandis que Heyman prend déjà quelques longueurs d'avance en tête, les écarts ténus se resserrent. Les groupes Van Mark et Boonen se reforment en un mini peloton et les 3 étages de la course se tiennent en moins d'1 minute 30, alors qu'ils s'étalaient sur 3 minutes quelques kilomètres auparavant. Popovic, qui s'est laissé décrocher pour son leader, plafonne. Ce n'est plus l'heure de tergiverser. Cancellara et Sagan doivent bouger. À l'avant, le regroupement s'est opéré et l'écrémage peut commencer. Secteur 10, Mont-Saint-Pével, Van Mark et Stannard, au service duquel s'est mis Rowe, diminué par une chute, attaquent tous les deux. Boonen et Boasson-Hagen réagissent, alors que Cancellara mène la chasse. Le leader de la Trek Segafredo chute et entraîne plusieurs coureurs au sol. Pas Sagan qui évite miraculeusement l'accident. C'est un nouveau tournant. 10 hommes se sont définitivement isolés pour se jouer la victoire. Le champion du monde, accompagné d'Adrien Petit, de Dylan Van Baarle, de Ramon Sinkeldam ou encore de Bert De Backer, revient bien à moins d'1 minute, près de 30 secondes, mais il ne recollera jamais. Les 5 plus costauds se dégagent à la pédale, Boonen, Van Mark, Boasson-Hagen, Stannard et l'inusable Heyman. Alors que Van Mark se montre le plus fort sur les pavés, le courageux Australien semble céder, mais revient encore. Van Mark a 10 secondes d'avance, si ses poursuivants se regardent, c'est fini. Mais ce n'est pas le cas. Passé en tête seul au carrefour de l'arbre, le meneur de la Lotto NL Jumbo est repris par un ultime effort de Stannard. Chacun tente sa chance, à son tour, sans réussite, jusqu'à ce que Heyman, lui-même, contre Boonen. Les 2 hommes s'apprêtent à entrer en tête à tête sur le vélodrome. Van Mark recolle. Quelle finale! Léger temps de latence, et Boasson-Hagen revient dans le sillage des 3 hommes. Stannard le suit, ils sont de nouveau 5 pour un sprint royal. Boonen, enfermé à la corde, est battu par l'incroyable Matthew Heyman qui le prive d'un 5e sacre. Stannard complète un podium au pied duquel échouent Van Mark et Boasson-Hagen. Le vieux routier d'Orica Greenedge, bientôt 38 ans, remporte Paris-Roubaix à son 15e essai. C'est la 2e victoire de sa carrière. Il n'en compte plus que 107 de retard sur son dauphin du jour. Changement de braquet maintenant, c'est au tour de la doyenne des classiques d'être à l'affiche ce week-end. En effet, Liège-Bastogne-Liège se dispute dimanche et son tenant du titre, Alejandro Valverde, en est encore une fois le grand favori. Merci d'avoir suivi ce journal et à très bientôt.